Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel je suis en compagnie de Georges Anagono qui est socio-anthropologue, analyste politique. Et il sera face à Arimi Choubadé, journaliste, analyste politique. Avec eux, nous essaierons de faire le tour des différents sujets qui ont fait l'actualité tout au long de cette semaine, notamment sur le plan politique. La correspondance de l'ancien président Thomas Bouniaï adressée à la communauté internationale en vue d'auditer le système électoral pour les élections générales de 2026 partage toujours des commentaires au sein de l'opinion. On en parlera au cours de ce débat. Nous parlerons également de la polémique autour des mesures prises par le gouvernement. La mouvance et l'opposition se tiraillent la paternité de ces mesures différentes prises par le gouvernement. Nous en parlerons également au cours du décryptage de ce matin. Et puis, nous parlerons également de la loi d'amnistie. Des commentaires se font de part et d'autre au sujet de cette loi d'amnistie qui est inscrite à la deuxième session du Parlement. On en parlera dans le décryptage. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, je vous invite à suivre cette pub de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Aboué-Calavi et Parakou. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Abomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa. Plus 229 52 88 33 33 à Abomey-Calavi, au plus 229 52 88 44 44 Parakou, au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, Georges Anagono, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci aussi de m'avoir invité. Et bonjour à Arimi Choubadé. Ouais, bonjour Kader. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors Arimi Choubadé, cette semaine, on a constaté que depuis la semaine dernière où le gouvernement a pris des mesures au profit des sojaculteurs, la mouvance revendique la victoire de son côté, l'opposition dit que c'est le fruit de ses efforts. Vous, en tant qu'analyste politique, qu'est-ce que vous avez noté? Non, je ne crois pas que cette dispute-là, cette querelle du crochet soit un sujet. Hein? On doit souhaiter avoir des partis politiques au Bénin, surtout que désormais, ils ont des milliards de l'État pour s'organiser, se former, mener des débats sereins. Mais on est au regret de constater qu'ils sont plus devenus des liseurs de journaux. Hein? Ils ne réagissent que lorsque les réseaux sociaux ont annoncé quelque chose. Mais bon, on les voit presque jamais sur de grands sujets. Hein. C'est pas sur mais selon vous, c'est une victoire de l'opposition de la mouvance? Mais moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Le gouvernement sort une décision qui concerne les producteurs de soja. J'aurais souhaité que ce soit des organisations de producteurs qui se prononcent pour dire oui, nous sommes en phase avec la mesure. Nous ne sommes pas en phase. Nous ne sommes pas en phase, mais que des partis politiques. De toutes les façons. Et puis, vous avez remarqué que le communiqué du gouvernement est sorti. À peine quelques heures, vous avez déjà des partis qui viennent pour dire oui, nous soutenons la décision, alors qu'auparavant, on les a presque jamais entendus prendre une quelconque position par rapport à la situation. Mais il y en a qui ont dit qu'ils ont mené des démarches suite à leur tournée de Vous êtes sûr que les bisbilles entre les soja-agriculteurs et le gouvernement, ce sont des sujets d'intérêt au point de mobiliser
des partis politiques qui... Je ne comprends pas. Parce qu'en dehors de ça, il n'y a pas que ça. Hein. À chaque fois, c'est des réactions par rapport à l'actualité. Alors, si c'est les autres de journaux qui font office désormais de responsables de partis politiques, ça pose problème. Moi, j'aurais voulu qu'on parle de la monnaie, qu'on parle de la défense, qu'on parle, je ne sais pas, de l'énergie, etc. Les grands sujets qui passionnent tout le monde, on parle, vous voyez, tous les bouleversements qui s'opèrent autour de nous. Autour de nous, et je ne dis même pas dans le monde, autour de nous, vous n'entendez presque jamais ces partis politiques. Hein? On attend peut-être que on soit embarqué avant peut-être de réagir, le débat à la CEDEAO, le fonctionnement de ces organismes et tout ça. Vous les entendez presque jamais. Mais dès qu'on sort un communiqué dans la presse, bon, ces partis réagissent. Moi, je ne comprends pas. Et puis maintenant, alors, s'ils veulent faire le travail à notre place, ben, on leur laisse carrément le terrain. Moi, je ne veux pas commenter. Parce que moi, je les considère comme comment vous appelez, qui nous font de la concurrence déloyale. Vous voyez? Ils ont des moyens, ils ont nos impôts, etc. Et ce sont eux qui commentent l'actualité nationale. À la place des journalistes. Bon, moi, j'ai un problème par rapport à ça. Vous avez un problème par rapport à ça. Je ne sais pas si je peux dire, oui, c'est démocrate qui a raison, c'est UP qui a raison, ou si c'est... Enfin, peut-être que j'aurai la réponse à cette question. Selon vous, est-ce qu'on peut imputer la victoire des mesures du gouvernement à un parti politique? Pour les citoyens lambda, ça importe peu, en réalité. Pour les citoyens lambda, bon, voilà, ce qui l'intéresse, c'est la solution qu'on lui apporte. C'est la solution qu'on lui apporte. Mais sur le plan politique, ça intéresse. Sur le plan politique, ça intéresse parce que les populations, vous voyez que c'est ceux-ci qui ont agi pour que nous puissions, on puisse trouver solution à notre problème, eh bien, celui-là aura le gain de ça. Et c'est ça qui fait la course, en fait. Parce que ce qu'on a entendu, moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, moi, j'ai vu les démocrates qui sont allés sur la route, qui ont montré qu'on a pris des pierres pour barrer la route et tout ça, circuler sur les réseaux sociaux. Et si la prise de décision du gouvernement coïncide avec cette sortie, eh bien, pourquoi vous ne voulez pas que ces hommes politiques puissent dire, mais voilà, c'est nous qui écoutons le peuple, c'est nous qui défendons le peuple. Parce que le peuple, lui, ne regarde que qui le défend. Donc, et de l'autre côté également, d'autres, après une tournée de reddition de comptes, attendez, on va régler le problème. Donc, si ce qui se passe à l'instant même, ce qui est factuel, au moment où la décision a été prise, il ne faut pas dire... Parce que si l'opposition est allée sur ces chantiers-là et a fait des montages qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est parce que l'opposition voudrait que les cotoculteurs sachent qu'ils luttent pour eux. D'accord? Maintenant, la décision vient. Le gouvernement a trouvé nécessaire de prendre la décision en ce moment-là. La décision, elle est prise. Moi, je pense que c'est de bon droit que l'opposition, ce qu'on a vu en train de lutter, ce qu'on a vu sur les routes, ce qu'on a vu avec les cotonculteurs, c'est de bon droit que cela puisse dire c'est notre droit. Maintenant, quand c'est sorti comme ça, vous savez, qu'est-ce que fait la mouvance présidentielle? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle fait des propositions. Elle ne vient pas forcément à la place publique. Parce que si elle vient dire à la place publique, ce que l'opposition dit, c'est qu'elle est en train de dire que ce que notre président fait, on n'est pas d'accord avec. C'est cela. Vous allez voir que si le gouvernement n'avait pas pris cette décision-là, vous allez poser la question à ceux qui sont de la mouvance, ils vont vous justifier pourquoi on n'a pas pris la décision en ce moment-là. La décision étant prise... Ce sont des marionnettes selon vous? Non, on va au gré du vent. Ou leur opinion est tributaire de ce que pense le gouvernement? Je vous explique. Le gouvernement a pris une décision. Ce qui est important, c'était de dire nous supportons cette décision-là. D'accord? Mais cette querelle de dire nous aussi on était sur le terrain, ce n'est pas nécessaire en fait. C'est ça que je voudrais dire. Ce n'est pas nécessaire parce que chacun est dans son rôle. Qui est-ce qui est dans le rôle de revendication? Eh bien, c'est l'opposition. La mouvance est dans le rôle de « je parle à l'oreille du chef de l'État ». Mais celui qui parle à l'oreille du chef, effectivement, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Parce que ne peut se faire entendre que celui qui fait du tam-tam, celui qui fait du tapage pour revendiquer. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que la reddition de comptes était pour aller dire aux populations, voilà ce que nous avons fait pour vous.
Et que peut-être à l'occasion de la population, les gens posent leurs problèmes aussi. S'ils posent leurs problèmes, malheureusement, les gens de la mouvance ne peuvent pas se mettre à la place publique pour dire oui, la population dit ceci, ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est au retour de faire peut-être une fiche au chef de l'État, mais cette fiche-là n'est pas vue à la place publique. Donc, ce qui est vu à la place publique, c'est de bon droit que les démocrates disent « Oui, nous avons fait, mais vous les avez écoutés. » Ils vont vous dire que la décision n'est pas encore totalement satisfaisante, puisqu'il y a encore des choses à reprocher à la décision. C'est le rôle de l'opposition. Donc, cette bataille, c'est nous qui avons dit, c'est nous qui avons demandé, il faut laisser ça. Il faut laisser ça surtout du côté de la mouvance, parce que ce qu'eux, ils sont allés dire, ça reste entre eux et les chefs de l'État, ça ne vient pas à la place publique. Mais ce qui est venu à la place publique et qu'on a vu, c'est ce que l'opposition fait et c'est son rôle. Donc chacun devrait rester dans son rôle. Si moi je suis à la mouvance, je vais dire, ah oui, voilà, cette décision, nous la soutenons. Parce que c'est le gouvernement qui a pris cette décision-là. Mais l'autre paternité, c'est nous qui avons revendiqué. Est-ce que quand on est à la mouvance, Arrivé Choubadé, il faut soutenir tout ce que prend comme décision le gouvernement? Est-ce que quand on est à la mouvance, son opinion est tributaire de la ligne directrice de l'exécutif, forcément? Enfin, quand vous voyez la méthode de fonctionner, c'est campagne électorale 365 jours sur 365. S'il y avait des projets de société actualisés régulièrement, chacun connaîtrait par avance la position de chaque parti par rapport à chaque situation. Ce n'est pas au moment la culture du soja, l'exportation des produits tropicaux et tout ça, là, ça fait partie intégrante de l'économie béninoise. Alors, il faudrait que ces partis-là viennent nous décliner leur projet de société par rapport à tout ça, le mécanisme, la taxation et tout. Et au moins, on sait très bien que le gouvernement applique ce projet de société-là. On n'a plus besoin de venir dire nous soutenons, nous ne soutenons pas. Parce qu'on suppose qu'au préalable, il y a eu la réflexion qui est en train d'être mise en application. Et les autres ont le projet alternatif qui vont confronter à chaque fois pour dire oui, par rapport à telle tasse, nous on avait préconisé si ils n'ont pas respecté. C'est comme ça que le débat doit se mener. On ne peut pas dire oui. D'ailleurs, même le fait de dire qu'on supporte, je dis que vous n'étiez pas ensemble au départ. Ça veut dire qu'au préalable, on ne vous a pas associé et que, bon, une fois la décision prise, vous êtes obligé d'accompagner. Hein? La décision appartient au gouvernement. Oui, mais on suppose qu'il y a un projet de société qui est mis en application. Le projet de société, c'est pour ça qu'on a fait obligation que le candidat soit à l'émanation d'un parti politique. Parce qu'on sait très bien qu'un individu ne peut pas, lui tout seul, réfléchir. Il y a le PAG. Ah ben, bon, ou alors, si les partis étaient associés à l'élaboration du PAG, alors, ils n'ont plus besoin de venir dire nous soutenons. Ça veut dire d'office, c'est leur projet qui est en exécution. Mais s'ils sont venus dire nous soutenons, ça veut dire que, bon, le chef de l'État a fait, mais comme nous l'accompagnons, on le suit. On ne vient que claquer les mains. On le suit. Alors, c'est ça, c'est ce que ça... Enfin, donc, je crois que désormais, on a qu'à nous sortir les projets de société sur le soja, mais le parti doit pouvoir réfléchir sur comment on manage tout ça. C'est le socle de l'économie nationale. On doit pouvoir avoir son point de vue là-dessus, le point de vue du parti, et à chaque fois, on nous le réactualise, on nous l'explique pour dire oui, voilà, c'est dans la bonne ligne, c'est dans la droite ligne, etc. Plutôt que de réagir au coup par coup. À chaque fois, on vient dire oui, on soutient. Oui, vous savez, un projet de société, ça lance les grandes lignes, ça trace les grandes lignes. Un projet de société. Et que dans la vie réelle de tous les jours, il y a des phénomènes qui arrivent, il y a des situations qui arrivent, et qu'un gouvernement, par rapport à ce qui s'est donné comme ligne d'action, c'est-à-dire le projet de société, un gouvernement tenant compte de ça, réagit pour dire nous sommes d'accord. Je donne un exemple. Dans ce dossier-là, de soja, on a dit tout doit passer par le port. Par exemple, c'est la décision du gouvernement. Oui. Les autres, l'opposition clame déjà pour dire non. Pourquoi, si vous voulez libérer complètement, pourquoi voulez-vous que ça passe par le port? Ce qui serait le rôle de l'autre parti, c'est de dire oui, le gouvernement a raison de dire que ça doit passer par le port parce que selon nous, il y a tant. Il faut qu'on puisse savoir poser le curseur, placer le curseur chaque fois quand il y a un débat pour savoir là où il y a débat. Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, la paternité, ça n'intéresse pas vraiment la mouvance. C'est pas son rôle en réalité. Mais c'est comment apprécier la décision qui a été prise. Vous dites, est-ce qu'il faut, chaque fois que le gouvernement, il faut venir acclamer. Vous savez, lorsque le chef de l'État
veut prendre des mesures nécessaires, le chef de l'État associe sa mouvance, discute avec la mouvance. Et c'est suite à ça que la décision elle est prise. Vous savez, c'est comme l'autre disait, un ministre, ça se la boucle ou ça dégage. D'accord? C'est ça aussi la mouvance. Si vous restez dans la mouvance, si entre-temps, on a discuté avec vous et que le chef de l'État a expliqué sa position par rapport à un dossier et que la décision est prise, la mouvance a un seul rôle, c'est de soutenir. C'est de démontrer que ce qui est fait, c'est ce qui doit être fait. Enfin, pour eux, selon eux, il faut que les gens aussi puissent relativiser les choses. Selon la ligne tracée par le président Talon, nous, on ne peut prendre la décision que dans ce sens-là. En ce moment, les autres aussi, ça dit, ça avance par proposition contre proposition. Ça avance par proposition contre proposition. Et c'est pour ça souvent on demande, c'est pour ça on demande souvent au parti d'opposition quelle est votre proposition par rapport à ce que le gouvernement fait. Ce que le gouvernement fait. Mais lorsqu'on y voit de près cette décision qui a été prise par le gouvernement, dont je donne une lecture d'une partie, on dit que le commerce de soja grain est libre sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, les opérations d'achat, de vente, de transport, les prix, les dates de démarrage et de fin des opérations sont librement fixées par les acteurs. L'exportation du soja est libre, sans agrément et se fait exclusivement par le port de Cotonou. La contribution à la recherche et la promotion agricole, CRA, perçue au cordon douanier à la charge exclusive des exportateurs, est désormais fixée à 30 francs CFA par kilogramme de soja grain au lieu de 140 francs CFA au titre de la campagne écoulée. Est-ce que, à ce niveau-là, Jean-Jean Agonou, lorsque vous écoutez de part et d'autre la sortie médiatique des sojaculteurs, les acteurs politiques de part et d'autre, est-ce que selon vous, il doit encore avoir péril à la demeure? Non, il n'y a pas péril en la demeure. Ce qu'on peut dire et savoir, c'est qu'est-ce qui peut gêner. C'est-à-dire, lorsque vous voulez libéraliser, vous libéralisez complètement. Mais il se fait que c'est le gouvernement qui assure la sécurité du pays, du territoire national, pour que les cotonculteurs puissent cultiver. Les sojaculteurs, du moins, puissent cultiver le truc là dans la paix et dans la joie. D'accord? Pour qu'ils puissent circuler librement pour aller là où ils veulent écouler leur truc là, leurs produits. Ça, c'est la responsabilité de l'État. C'est ça qui fait que si l'État dit il faut que ça passe par le port, c'est tellement que ça permet à l'État de récupérer des taxes là-dessus pour la construction nationale. Et moi, c'est peut-être comme ça que je vois, parce que quand vous voulez libérer, vous libérez. Vous libérez. Mais si vous êtes sur le territoire national, que vous profitez de l'État, de l'État, vous devez aussi contribuer. Si l'État ne disait pas ça, l'État n'orientait pas tout le monde vers le port, eh bien, ça va partir dans tous les sens et ce serait encore à la perte, pas du cotonculteur, d'accord, mais à la perte de l'État. Moi, je pense que lorsque la décision, elle est comme ça, c'est que moi, je ne condamne pas ceux qui pensent qu'on devrait libéraliser totalement, et qu'on ne devrait même pas dire il faut que ça passe par ici, on ne devrait pas faire ça. Ça, c'est leur point de vue. Mais moi, mon point de vue est que l'État, sur chaque chose là, c'est comme ça on dit. L'État, c'est nous. Il prend l'argent chez nous pour pouvoir faire cela. Donc là, il peut avoir problème. Mais pas périr à la demeure dans la mesure où on est parti des tasses douanières de 140. Si je suis bien... à 30 francs CFA et à 30 francs CFA, c'est quand même un gros effort. Et on peut même se demander où est-ce qu'ils ont trouvé les moyens de faire cet effort de 110 francs. C'est quand même considérable. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez encore des inquiétudes avec ces mesures-là qui ont été prises par le gouvernement? Non, moi, je n'ai pas compris. Hein? Au lieu de mettre mesures douanières, on aurait pu mettre mesures portuaires ou tasses douanières. On aurait pu mettre des tasses portuaires. Ah, puisque déjà, le port est contrôlé par le PVI. On sait qui contrôle le PVI. Donc, au fait, on a exclu la douane de cette opération. Ce n'est même plus de l'exploitation. Ah, c'est comme... ça dit que si vous êtes à séquencer à 10 km de la frontière, il faut transporter votre produit jusqu'à combien de kilomètres? 500 pour passer par le port, avec tout ce que vous savez comme contraintes. Mais justement, puisqu'on en parle... alors, non, c'est pour vous dire que le douanier qui est à Malanville, il ne peut pas contrôler, percevoir les tasses dans les règles de l'art pour que ce soit seulement ceux qui sont au port qui soient capables de le faire. Il y a un gros problème de l'administration du territoire. Ça dit que le gouvernement, M. Anagonou a dit que pour des mesures de sécurité, ils ne sont pas en mesure de surveiller cette opération et que c'est seulement le port qui est capable de faire ça. Ça veut dire que nous avons des problèmes à régler au niveau de notre douane.
qui est dans cette opération qui est totalement exclue parce qu'on ne lui fait pas confiance. Alors, Hein? lorsque je suis producteur au Bénin et que je dois amener mes produits peut-être au Togo ou au Ghana, donc je dois forcément passer par le port. Ben oui, c'est ce que ça veut dire. Vous avez passé par le port. Mais est-ce qu'à ce niveau-là, Et- il n'y a pas... Oui, moi, je n'ai pas compris parce que d'abord, on sait qu'il y avait déjà une crise. On ne peut pas comprendre. Et le gouvernement était un protagoniste. Vous avez vu toutes les mesures qui sont en train d'être prises où on va creuser des voies, des tranchées sur des voies et qui ne servent pas seulement pour le soja, où on met des blocs de pierre, on brûle des récoltes de soja saisies, etc. Il y avait déjà cette tension. Et donc, s'il devait y avoir une solution, ça devait être une solution négociée. On peut comprendre qu'un des protagonistes, c'est vrai, avec des pouvoirs de grand 7, se lève pour dire, bon, moi, c'est la solution que j'ai trouvée. Donc, aujourd'hui, on ne sait même pas si le problème est réglé. On ne sait même pas si c'est une solution au problème posé. On ne sait même pas si on en rajoute au problème qui était déjà sous-jacent. Alors, bon, c'est vrai que déjà revendique des victoires de part et d'autre. Non, pas de part et d'autre. Les opposants étaient clairs. Ils ont pris une mesure de libéraliser, certes. Néanmoins, il reste quand même que, bon, on ne comprend pas pourquoi on demande aux gens d'aller passer tous par le port alors qu'on a de la douane. On a la douane à toutes nos frontières. Et qu'on peut valablement à ces frontières-là faire des opérations de dédouanement sans problème. Et puis pourquoi on est obligé de parcourir 600 à 800 km, mettre en place, parce que pour aller, on ne peut pas prendre un sac pour dire qu'on veut exporter. Il faut un minimum d'organisation, un minimum de structure pour aller... Mais une chose est claire, est-ce qu'on peut se dire, sans risque de se tromper, que cette campagne sera meilleure à celle précédente? Oui, en principe. En principe, déjà qu'on a baissé la tasse, c'est pour soulager le cotonculteur. Mais il faut voir ce qui va directement. Est-ce que ici, nous sommes. Cette tasse-là, surtout pour passer par le port. Non, pour passer par le port, ça parle des grossistes, ça parle des exportateurs. Donc, ce n'est pas le paysan lui-même qui va forcément transporter le soja de Malanville au port. C'est les exportateurs. Et eux, c'est leur métier. C'est leur métier, donc ils savent s'organiser pour le faire. Oui, mais on exporte lorsqu'il y a un profit, lorsqu'il y a un bénéfice conséquent. Oui, mais vous avez vu qu'ils ont boudé? Ils n'ont pas boudé encore. Donc, ils sont prêts à faire le commerce dans ce sens-là. Oui, mais bon, dans une mesure, il y a toujours quelques-uns qui... Quand il y a une situation, c'est de la responsabilité du gouvernement de proposer des solutions. Je comprends que Arimi puisse dire solution négociée. Est-ce qu'entre-temps, il y a eu beaucoup de rencontres entre le gouvernement et les cotonculteurs et les sojaculteurs? Il y a eu beaucoup de rencontres. Peut-être que les mesures qui sont prises aujourd'hui sont conséquentes de ces rencontres qu'il y a eu entre le gouvernement et les producteurs. À partir de ce moment-là, on pouvait dire, bon, certainement que les producteurs ont quand même revendiqué des trucs, ont réclamé des trucs qui ont été acceptés dans ce sens-là. Donc, le transport, il aura lieu. D'ailleurs, ça permet aux transporteurs qui ont les camions de trouver du boulot pour pouvoir amener le chou. Et ça permet effectivement au gouvernement aussi de savoir la quantité de soja qui sort du Bénin et qui est produit chaque année. Ça, c'est des éléments d'analyse qu'il ne faut pas oublier. Et après, avec la douane, il pourrait quand même avoir un peu holistique de ce qui sort du pays. Non, c'est pas... Mais de toute façon, puisqu'on a encore d'autres sujets... Non, la douane, elle est compétente. Non, la douane... De toute façon, cette campagne la douane a toujours existé à côté de PVI. La douane existe à côté de PVI. Cette campagne sera meilleure à celle qui vient. Celle-ci sera meilleure à celle qui vient. Je n'en sais rien. Je ne sais même pas si à début de moi, c'est vivement. Je ne sais même pas si non, vous avez déjà dit oui, donc il n'y a pas de... Oui, mais c'est... D'accord, oui. En tout cas, quand on voit les mesures prises, on pouvait dire qu'on pourrait s'attendre à ce que la production soit meilleure. La proposition de loi d'amnistie fait couler beaucoup d'encre et de salive de part et d'autre. On a eu à entendre des acteurs politiques sur des médias opiner sur la question. L'opposition également, on a entendu un peu de part et d'autre des sons de cloche. Mais vous, Arimi Chouadé, regardez votre expérience au niveau du Parlement, en tant que journaliste parlementaire et tout. Lorsque vous voyez cette proposition de loi et à la configuration actuelle du Parlement, est-ce qu'il y a des chances pour qu'elle prospère? Alors, moi, je n'ai pas compris ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais même pas si la proposition existe, si elle a été enrôlée. Normalement, c'est à la convocation de la session, deuxième session ordinaire de l'Assemblée. La session est convoquée sur l'ordre du jour. L'ordre du jour est publié avant même que les députés... On convoque les députés sur l'ordre du jour.
Alors, on n'a pas compris. Les députés, en début de session, n'a jamais parlé de cette loi. Ah, et subitement, 15 jours après, un fonctionnaire du Parlement sort, porte-parole du président de l'Assemblée nationale, et apparemment, c'est à ce moment-là que le débat a été relancé pour dire oui, que le document est là, que ça a été affecté à une commission, alors que même l'exercice d'affectation de la commission, ça se fait publiquement en plénière, où le président qui fait le tour des points à l'ordre du jour attribue au fur et à mesure les nouveaux dossiers qui sont arrivés aux commissions compétentes, ensemble en plénière. Donc on ne peut pas comprendre que c'est ça 15 jours après que tout le monde se surprend à constater que cette proposition a été introduite. Est-ce que ça a été introduit après coup, ce qui ne pourrait plus prospérer normalement, ou elle existait effectivement, et pourquoi on n'en a pas parlé en début de session? Et puis, brutalement, on commence à voir, bon, comme c'est les liseurs de journaux, après cette conférence de presse, naturellement, les partis ont commencé par s'agiter, où on a dit, on nous a même parlé de la manière dont le test a été déposé. Je ne sais pas s'il y a 1000 manières de déposer un test. Je me souviens de la loi sur la LEPI, la première fois où on a voté la loi sur la LEPI. Il y avait eu 3 propositions de loi qui avaient été déposées. L'honorable Epiphane Kenom, je crois, Yawedeu, et puis le gouvernement. Et la commission a dû faire les habitats nécessaires pour transformer tout ça en un document et qui a été étudié. Parce que c'est une proposition, ce n'est pas encore une décision. Alors on ne peut pas nous dire qu'il y a une manière de faire une proposition ou il n'y a pas une manière. Donc aujourd'hui, il y a une bagarre autour de la proposition. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle a été introduite dans les règles de l'art? Est-ce qu'elle est... Mais elle existe puisque les démocrates... oui, mais ça que je dis, moi, je ne comprends pas. Si ça a existé, ça devait être en début de session qu'on l'annonce. Et non en session, en pleine session, qu'on constate son existence. Alors, ou alors, ils ont déposé... je ne sais pas si les démocrates participent à la conférence des présidents. Normalement, le président de leur groupe parlementaire devait assister à la conférence des présidents qui arrête l'ordre du jour. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas eu un boycott à ce niveau? Normalement, il devait être en possession. Même s'il n'a pas assisté, on devait quand même lui notifier l'ordre du jour et le notifier à chaque député. Et en ce moment-là, on saura déjà à l'ouverture de la session si cela a été attribué à une commission ou pas. Et ce n'est pas après coup que, bon, on commence par faire fuiter. Enfin, on a eu l'impression que c'était une révélation. Hein? Oui, mais aujourd'hui, M. Badiaman, que je me retourne vers Jean-Jean Agono, où vous avez la révélation là, aujourd'hui, lorsque je m'en tiens à votre raisonnement, que cette proposition-là existe bel et bien dans les coulisses et sera examinée au niveau de l'hémicycle et sera votée. Est-ce que le vote, au regard de la configuration actuelle du Parlement, va passer? Si oui, quelles sont les conditions selon vous? Les conditionnalités? Non, on sait très bien qu'il y a une majorité et qu'il y a une minorité. Hein? Donc si c'est une question de rapport de force, on ne va même pas poser la question. Maintenant, s'il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, en ce moment-là, on peut faire le débat. S'il n'y a pas d'autres paramètres et que c'est une question de majorité-minorité, n'oubliez pas que ceux pour qui on réclame l'amnistie ont été emprisonnés depuis 2 ans. Et pendant 2 ans, bientôt 3 ans, hein, pendant 2 ans, il n'y avait pas d'opposants, il n'y avait pas de minorité à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale était au service de la mouvance seule. Et pendant 2 ans, ils n'ont rien dit. Hein, ce n'était pas une préoccupation. Bon, les autres depuis janvier, il y a une minorité qui est là et qui fait une proposition au bout de 10 mois. Bon, ne venez pas me demander si la volonté est du côté de la majorité. Mais les gens changent, les temps changent. Jean-Jean Agono, lorsqu'on y voit cette proposition de loi, a-t-elle des chances de prospérer? Est-ce que pour vous, la diplomatie parlementaire des démocrates va changer l'avis de ceux de la mouvance présidentielle? Ou bien vous pensez que le chef de la majorité doit s'impliquer? Non, c'est ça, que dans cette démarche-là, la situation doit être naturelle, nationale du moins. Il ne s'agit plus d'un parti ou de la mouvance ou d'un parti de l'opposition. Et il s'agit de prendre des mesures qui permettent de décrisper la situation nationale, politique nationale. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, quand il s'agit de ça, est-ce qu'il devait avoir minorité? Je ne sais même pas. Il doit y avoir 2 minorités au Parlement. Non. Et dans notre Parlement, c'est exceptionnel, mais bon, il y a 2 minorités. Il n'y a pas 2 minorités. Oui, mais eux-mêmes, ils disent que ça fait... Il n'y a pas 2 minorités. Mais vous vous rappelez que quand il devait s'agir de désigner les gens ici, cette affaire c'est là où ça a surgi. Non, si on devait mettre encore ce paramètre, il vaut mieux ranger cette histoire de loi d'amnistie
Si on doit remettre encore sous le couvert Suivez mon regard. l'histoire C'est de pourquoi deux j'ai minorités, dit, non, j'évoque ça. Puisque ça rentre dans la ruse. Hein? Tout ça rentre dans la ruse. Et on connaît très bien que lorsque c'est la ruse qui s'empare d'un dossier à l'Assemblée nationale, il ne faut même pas chercher son avenir. Bon, moi, je pense qu'ici, il s'agit de régler une question nationale. Une question nationale. Et c'est pourquoi, comme moi, j'ai entendu des commentaires qui disent, moi, j'ai entendu quelqu'un qui dit, non, il ne faut pas prendre les lois d'amnistie et tout ça. C'est ceux qui sont la politique de la terre brûlée, ça. Parce que, heureusement, d'ailleurs, la loi d'amnistie existe pour que, à des moments donnés, il faut les prendre pour pouvoir apaiser une situation sociale et nationale. Maintenant, je pense que le débat qui se mène ici, si moi j'ai suivi, c'est pas un débat de c'est nous qui avons proposé ou c'est pas nous qui avons proposé. Les gens disent, si vous arrivez au Parlement, c'est nous tous qui allons voter cette loi-là pour que ça passe. Et c'est nécessaire qu'ils votent tous. Mais les gens disent, vous savez ça, mais vous n'avez pas négocié avec nous. Oui. Je viens. Vous n'avez pas négocié avec nous, vous ne nous avez rien dit avant d'aller déposer la loi. Et maintenant, ce fait on ne nous a pas dit d'abord, avant d'aller déposer, est-ce que ça prime sur l'apaisement de la situation, de la crise politique, de la crise sociale qui existe dans notre pays? Il faut peser pour savoir qu'on ne nous a pas dit, ça fait intellectuel, ça fait individuel, c'est l'ego de l'homme ça. Pour dire on ne nous a pas dit d'abord. C'est ça, il faut dépasser ça pour savoir que, même on ne nous a pas dit, mais on est allé plus loin. Moi, je pense qu'il doit avoir, je ne sais pas si c'est l'honorable Apovir j'ai lu quelque part rapidement, si je ne dis pas des bêtises, que lui, il a dit oui, mais les démocrates font ça parce qu'ils veulent avoir le gain pour eux. Et là, la dernière fois encore, la semaine dernière, il y avait eu deux hommes politiques, deux députés sur un plateau d'une chaîne concurrente à la vôtre, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut dire. Et l'autre, celui de la mouvance, disait que oui, que lui n'est pas d'accord qu'à chaque fois, ils veulent profiter d'une situation pour avoir de la popularité. C'est politique. C'est politique, ça. Et ça ne peut pas surprendre un politicien. Profiter d'une situation pour dire c'est nous qui avons fait, ou bien pour tirer le drap de notre côté, c'est vrai. Et Harry me venait de le dire pour dire, pendant la session passée et la législature passée, il n'y a pas eu de loi d'amnistie, proposition de loi d'amnistie. Il n'y a pas eu. Si. Et, hein? Ah oui, pour 2019. Tout à fait. Et ça, il n'y a pas de problème. Ils ont voté leur truc entre amis, tranquille. Donc, ils sont habitués à voter des lois d'amnistie. Ça ne pose... Aujourd'hui, c'est ce qu'on dit. En ce moment-là, peut-être que c'est presque passé. Bon, pour ceux qui étaient concernés, on su qu'il y a eu la loi d'amnistie et qu'on a voté, on les a libérés. Ça, nous l'avons tous su. Aujourd'hui, le débat se pose, c'est ce que moi j'ai entendu des députés dire, c'est pour ça, c'est par rapport à ça que je vous dis, ils veulent chaque fois, les démocrates font ça pour qu'on puisse dire que c'est à cause d'eux qu'on a voté la loi d'amnistie. Moi je pense que cette querelle-là, il faut dépasser ça. Lorsqu'il s'agit de faire de quelque chose pour la nation, de faire quelque chose pour apaiser une crise politique, eh bien, parce que quand tout le monde parle comme ça, c'est encore que tout le monde est convaincu qu'il y a alors une crise politique. Il faut pas se leurrer. Et pour régler ça, nous, c'est ce que je dis toujours. Vous êtes dans le trou. Quelqu'un vous donne la main. Est-ce que vous allez regarder si c'est la main d'un blanc ou la main d'un blanc, d'un noir? Vous, tout ce que vous voulez, c'est saisir la main pour sortir du trou. Après, on verra le reste. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que les gens puissent voter la loi d'amnistie pour que le professeur Joël Aïvo puisse retrouver ses étudiants, pour que Mme Rekieta, je ne sais pas si elle va retourner à Lomé pour aller reprendre son poste, mais de toute façon, que chacun puisse retrouver sa liberté. Et les Ogou et tout ça, tous ceux-là ont besoin de cette loi-là. Donc ne regardons pas, il ne faut pas qu'on dise après c'est eux qui ont fait. Non, on peut faire un autre travail politique pour avoir de la popularité aussi. Alors, Jean-Jacques Agono dit que cette loi est d'intérêt national, elle est de très haute portée sur le plan politique et même social. Alors, est-ce qu'on regarde les enjeux, selon vous, M. Badé, vous estimez que Boniaï et Patrice Talon doivent échanger pour un aboutissement heureux de ce projet politique? Pourquoi Boniaï et Patrice Boniaï, aujourd'hui président du Parti politique La Démocrate, première force politique de l'opposition. Ils ne sont pas que les deux Béninois. Et puis, ils sont déjà vus. Ils sont déjà vus. Patrice Talon, avant même l'élection, il a suivi le président Yahi aller au palais rencontrer le président Talon et qui, à la sortie, disait oui, il faudrait qu'on libère les prisonniers, tous ces gens-là. Après les élections, il y a eu Eric Rouleté qui aussi était allé au palais. Et au sorti, on lui a tendu le micro. Il a parlé de... On ne peut pas dire que on n'a jamais parlé de ça. Hein? Je ne sais pas dans quelle forme il faut encore en parler d'abord, avant que,
on peut passer à l'acte. Je vous rappelle qu'en 2019, le Parlement a voté tranquillement, sans bruit, une loi d'amnistie pour ce que vous connaissez à Kadiao, les fusillades, mais un vous peu partout à Tchaou. est-ce parce que l'ancien président Boniaï, en tant que président d'honneur du Parti des démocrates, a été vers le président de la République, parce que le président des démocrates d'alors, Éric Oudéda, a été vers le président de la République, qu'aujourd'hui, au moment où la loi est au niveau du Parlement, qu'il ne faille pas encore quémander le concours de la mouvance présidentielle, sans lequel cette loi ne peut pas prospérer. Vous savez, soit on est tous d'accord que c'est d'une importance nationale, que la paix et la tranquillité reviennent, ou on pense que ce sont certains qui ont besoin de cette paix et vont quémander auprès d'autres. Si on est dans cette dynamique, chacun va faire son chantage. Dans le cadre du vote d'une loi, c'est une question de rapport de force politique. Oui, mais c'est ça. Si on veut continuer les rapports de force, on n'est pas dans une jungle, on n'est pas à Gaza. Ce n'est pas une question de... On n'est pas en guerre. On est dans un pays qui a été pacifié jusqu'à maintenant. Maintenant, si on veut rentrer dans une logique de guerre, avec des rapports de force, avec la jungle, vous savez, dans une démocratie, ce n'est pas les majorités qui mettent en péril la paix. Même deux personnes peuvent causer des actes qui vont emporter tout le monde. C'est la possibilité des minorités d'exister. Ce n'est pas la grande foi des majorités qui garantissent la tranquillité dans la démocratie. Et donc, si on est conscient de ça et qu'on veut continuer à faire les rapports de force à l'Assemblée nationale, eh bien, que ceux qui se sentent forts continuent à mener la BAC, à faire les chantages qu'il faut. Et ça va nous amener là où ça va nous amener. Maintenant, si on est conscient qu'il y va de l'intérêt de tous, que la paix revienne, surtout qu'ils ont déjà réussi à faire ce qu'ils voulaient faire en mettant les gens en prison, c'était pour avoir un deuxième mandat. C'était pour que le mandat unique un deuxième mandat. Non, vous n'avez pas le dire ainsi, puisque il y a eu des procès. Lorsque je retourne vers vous, Georges Anagono, et qu'on parle de cette loi d'amnistie, il y a également une polémique qui s'installe autour de la liste des personnes à amnistier. Est-ce que vous pensez que normalement il devait y avoir ce débat? C'est que vous n'avez pas encore acheté la voiture, votre enfant dit je vais la conduire jusqu'à la casser, vous commencez pas à taper l'enfant. Ce n'est pas nécessaire encore pour moi. Est-ce qu'on doit voter une loi d'amnistie? Oui, pour que ça amène la paix dans le pays. Oui, mais pour qui? D'accord? Non, attendez. En faveur de qui? En faveur, non. On sait dans quelle période les choses se sont passées pour que les gens puissent se retrouver en prison. Moi, je reste juste m'attacher à ça. Si il est question Est-ce que vous faites allusion exclusivement à ceux qui sont en prison ou également aux compatriotes du pays? Non, je pense que le texte fait allusion aux deux. Le texte parle aussi de ceux qui sont à l'extérieur. Et moi, je pense que ceux qui font ce travail-là aussi, ils rendent un service au chef de l'État, parce que le chef de l'État, quand on a fini les élections et qu'il a pris son deuxième mandat, il a dit, nous avons fini les élections, nous devons tous nous mettre ensemble pour construire le pays. Seulement que ces trucs-là, quand on les dit, ça ne vient pas tout de suite. Mais c'est en train d'être arrivé. Tu vois ce que je veux dire? Et comme dit, nous devons nous mettre juste en tête, chacun d'entre nous, il l'a encore dit tout à l'heure, que la situation est nationale et que le texte qui vient être voté, c'est au profit de notre nation et non au profit d'une partie politique d'ailleurs. Puisque vous êtes venus et que nous avons accepté de voter ce texte avec vous, dont les décisions, les députés de la mouvance aussi plaident la même cause, s'ils acceptent à voter la loi avec les autres. Ce qui est clair aujourd'hui, on le sait, sans eux, la loi ne peut pas être votée. Sans eux, la loi ne peut pas être votée. Tout à l'heure, tu parlais de rencontre Yahya Boni et le président Talon. Le président Talon, dans ce sens-là, est vu comme le président, le chef de la mouvance présidentielle. Le chef de la majorité présidentielle. Justement. Et en tant que tel, il doit pouvoir donner des orientations à ses députés parce que les concertations politiques, à la veille de l'étude de ces tests-là, il peut y avoir une réunion chez le chef de l'État où il rencontre sa majorité et il dit à la majorité, voilà ce que moi je veux que vous puissiez faire. Et dans ce sens-là, bon, entre-temps, s'il y a rencontre entre lui et Yahya, je pense, c'est pas une seule. Il doit avoir, Yahya a été au palais il y a 2 fois ou 3 fois, je sais pas. Mais bon, ce n'est plus étranger pour lui. C'est la première fois qu'il a tourné avant de s'asseoir, mais les autres fois, je pense, il peut s'asseoir tranquillement. À partir de ce moment-là, les deux peuvent se rencontrer, moi ça ne me gêne pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est comment on fait pour voter la loi, pour décrisper la situation. C'est ça qui doit préoccuper tous les pays. Ami Choubadé, même question. Est-ce que pour vous, il devait y avoir polémique autour de la liste de ceux amnistiés? Est-ce que tous les faits sont amnistiables? Non, la loi précise.
On précise le fait, on précise la période. Tous ceux qui rentrent dans ce cas-là sont concernés par la décision. On n'a pas besoin de faire une liste. Hein. Et puis, donc, aller discuter le projet. Si les mouvanciers, ceux qui se sentent forts, ne sont pas d'accord du test qui est proposé, mais qu'ils sortent le test. Et l'arbitrage aura lieu en commission. Et puis après, il y aura un débat en plénière, je suppose. Et en ce moment-là, la loi définitive sera votée. Alors, mais maintenant, avant même de commencer d'étudier le test, on ne peut pas commencer par faire la guerre, pas se faire la guerre pour dire non, je ne sais même pas ce que vous appelez diplomatie parlementaire. Et généralement, quand on parle de diplomatie parlementaire, c'est de parlement à parlement. Mais à l'interne, écoutez, c'est toujours, on connaît, comment appelle-t-on? C'est pour ça qu'on a dit que c'est le Parlement. On parle entre soi. Hein? On se parle. Il y a des commissions, il y a des réunions, il y a des groupes parlementaires, il y a tellement d'organismes là-bas au niveau desquels on peut déjà commencer par faire le débat. Donc, on ne peut pas encore exiger une forme particulière. On dit aujourd'hui, un test est là. On rejette le test, soit on l'adopte. Si on ne veut pas ce test-là, on propose un autre test. Et à la fin, on s'entend sur le minimum. On ne peut pas continuer. Et puis, vous savez, généralement, les lois d'amnistie, c'est 2 ou 3 phrases. Hein, en dehors comment on appelle, des motifs et tout ça. Les dispositions, c'est 1, 2, 3 articles. Hein, pour dire, oui, les faits de telle période à telle période, ils sont amnistiés. Et puis, ça s'arrête là. Je ne sais pas quelle autre formule il faut aujourd'hui pour que, bon, il n'y a même pas de liste à ajouter. Non, il n'y a pas de liste. On n'ajoute pas de liste. On n'ajoute pas de liste. On définit le cadre d'application de la loi. Si quelqu'un s'est retrouvé peut-être en prison ou dans les liens de la justice et que quand on rapporte ça à la loi, il est concerné. S'il n'est pas concerné, si vous avez volé un poulet à Parakou et qu'on rapporte ça à la loi et que vous n'êtes pas dedans, vous allez tranquillement payer votre peine. Et donc, si vous vous retrouvez hors du territoire national? Oui, mais c'est ça que je dis. Si votre cas est lié, merci si vous êtes parti... Vous savez, on a déjà fait au Bénin. Même pendant le PRPPD, on a été condamné. Mais quand il fallait faire la conférence nationale, il ne s'est même pas si. Depuis la conférence nationale, on a au moins une dizaine de lois d'amnistie. Il y a eu pas... des élections, je crois, en 2000, en 2001. Oui, il y a eu des élections en 2001 où, après, il y a eu des échauffourées. On a fait voter des lois d'amnistie. Il y a eu plusieurs périodes. La loi d'amnistie, elle est importante pour venir régler une situation nationale. Pour venir amener de calme partout. Parce que quand ça brûle, même si c'est 2 personnes qui sont mortes, c'est déjà important. C'est déjà pas bon. Donc, à partir de ce moment-là, nous pouvons. Parce que certains disent, si vous faites ça, ils vont encore recommencer demain. Je ne sais pas si ceux qui ont... c'est vrai qu'il paraît qu'il y en a dedans. À un moment donné, certains sont fâchés. Ils ont posé des actes et après, on a trouvé que, bon, voilà, ce moment de colère est passé et donc nous pouvons passer à autre chose pour que la société, elle puisse continuer d'exister. Si c'est ça, moi, je pense que c'est légitime de la mouvance de dire, mais vous pouvez discuter avec nous. Parce que si aujourd'hui, il a dit au Parlement, il faut parler. Si aujourd'hui, il ne se parle pas autour de la loi, je pense qu'il y a problème. C'est tout comme si chacun garde sa position pour aller vers le vote. Si c'est ça, le vote va capoter. Les gens n'ont qu'à se parler, quel que soit ce que ça coûte. Il faut que l'opposition se rapproche de la mouvance présidentielle. Je pense que c'est la mouvance qui réside. Il réside une seule mouvance, mais il réside plusieurs minorités. Enfin, à un moment donné, parfois, on peut aussi taire ça parce que c'était pour intérêt. Il faut que l'opposition se rapproche de la mouvance. Pour discuter, ce n'est pas... Nous voulons, la loi d'amnistie, c'est pour créer la fraternité entre nous. Donc si c'est ça, nous pouvons être en mesure de nous parler, de discuter. Si les autres disent, pourquoi vous ne nous avez pas dit, bon, on trouvera les arguments pour leur dire, en réalité, on savait que quand ça va arriver, en plénière, nous allons tous en parler, et puis voter la loi, et puis on s'en va. C'est vrai, Arim peut finalement avoir raison, parce qu'en 2019, on a voté la loi d'amnistie sans, il n'y a pas eu d'accrochage, sans rien du tout. Sans même que les poursuites ne commencent. Alors aujourd'hui... et pourtant, on peut supposer que les mêmes faits ont été répétés en 2020, en 2021. On vous aura compris. Voilà. Arémi Choubadé, Georges Alagoum, merci. Donc vivement que la loi elle arrive, qu'elle soit votée, même si bon, mais les conditions techniques que posait très rapidement, Arémi tout à l'heure. Quelle est votre opinion sur l'appel de Boni Yahya à la communauté internationale sur les élections générales 2026? Sur le président Yahya, il
Oui, peut-être qu'il a senti qu'il n'y a plus de voie de recours et que ça veut dire qu'ils n'ont plus confiance aux institutions du pays. Hein. C'est la minorité qui est la majorité, ce que vous appelez le rapport de force. Ce sont les forces du moment qui ont installé la Cour constitutionnelle, la Sénat, la RAC, tout le reste. Ils sont majoritaires au Parlement, au bureau de l'Assemblée. Et donc, s'il faut avoir une parité autour du processus d'élection, il faut forcément faire recours à des acteurs étrangers ou quelque chose de ce genre. Bon, enfin, oui, et puis là, la CARU, il a été ancien président d'exercice de l'Union africaine, il a participé à beaucoup de missions de paix ou de négociations dans la sous-région, et donc il connaît du monde dans ce qu'on appelle aujourd'hui la communauté internationale, et voudrait jouer sur ça pour faire aboutir peut-être les prétentions de son parti. Mais je n'ai pas compris pourquoi les démocrates ne surfent pas sur les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a déjà rendu quand même des décisions sur le processus électoral au Bénin. Mais je constate que ça n'a jamais été leur priorité, alors que ne serait-ce que la revendication de l'application de cette décision-là pourrait déjà sortir le pays de... Je ne prends pas un exemple. La Cour a rendu une décision pour demander le retour au code électoral consensuel de 2014. Parce que ce code-là était déjà a été élaboré avec l'aide de tous ceux à qui Yahi fait appel aujourd'hui. L'Union européenne, le PNUD, etc., la francophonie, c'était ces organismes-là qui avaient accompagné la classe politique à l'époque pour avoir ce code consensuel. Et après, quand il y a eu les modifications de majorité, elles sont encore revenues pour tout mélanger. Et donc, la Cour avait demandé de retourner à ce code-là. Ça peut être une revendication, surtout que c'est assorti d'une décision de justice. Bon, je n'ai pas compris pourquoi les démocrates... Est-ce parce que ce n'est pas un démocrate qui avait fait le recours à l'époque? Parce que c'est Sébastien Diamant qui avait fait le recours. La décision a été rendue. Alors, est-ce que c'est dans... La guerre des tranchées au sein de l'opposition? Voilà, c'est la guerre des tranchées au sein de l'opposition. Sinon, quand même, cette communauté internationale... Parce qu'on doit recommencer le processus à zéro. Je veux bien voir la débat de cette... comment appelle-t-on, de cette communauté internationale, d'autant plus qu'une décision à l'échelle internationale a déjà été rendue sur le sujet. Le président Yahi Bouni, pour avoir été ancien président de la République, il a toutes les expériences. Il sait quand est-ce qu'on peut gagner une élection et quand est-ce qu'on peut la perdre. Il sait, il connaît qu'est-ce qu'il ne faut pas négliger, sinon vous avez déjà perdu l'élection aujourd'hui avant 2026. Il connaît, on peut dire que c'est parce qu'il connaît tout ça qu'il est en train de prendre. Ce qu'il y a, c'est que l'élection ne se fait pas en vase clos. Et donc, aucun pays ne vit d'ailleurs en vase clos aujourd'hui. Et à un moment donné, la francophonie peut demander d'aller auditer la liste électorale. Je ne sais pas si ce n'est pas encore arrivé. Une institution internationale peut dire, bon, mais ce serait bien que la liste électorale au Bénin soit auditée. Et ce qui peut se faire, peut-être que le président Yahi Bouni a une peur. Il se dit, bon, au niveau des instances qui décident, qu'est-ce que je voudrais dire? Mon groupe est absent. Au niveau des instances, ça se décide. Mais lors de la constitution de la Sénat, de la Cour constitutionnelle et bien d'autres, c'était le FCBE qui était chef de l'opposition et c'est FCBE qui avait envoyé des représentants. Ouais, et puis après, Yahi Bouni vous a dit qu'il fait confiance à FCBE, surtout quand il a vu comment ça a été créé et tout, et il ne fait pas confiance à FCBE. Et donc, à partir de ce moment-là, il se dit, je comprends ce qu'ils disent. Ouais, bon. Je comprends ce qu'ils disent aujourd'hui. On n'a rien commencé encore, il a commencé par écrire déjà. Est-ce qu'il a déjà fait des recours ici qui n'ont pas marché? Mais on ne peut pas lui en vouloir de dire, bon, moi, je prends des précautions pour qu'il n'y ait plus de trucs là demain. Je demande aux institutions internationales de venir auditer nos listes et tout ça. Même s'il ne l'avait pas dit, il y a des institutions internationales qui déjà elles-mêmes, pour prévenir le truc là dans les pays, pour qu'il y ait la paix au niveau des élections, ont décidé d'aller auditer des listes électorales données. Aujourd'hui, ça peut être la même chose. Aujourd'hui, s'il y a des erreurs qui lui prennent, c'est vrai, il pouvait écrire au chef de l'État pour dire, moi je pense que dans telle condition, il y a de risques de troubles. Que le chef de l'État ne lui réponde pas et qu'après il appelle à la communauté internationale. Parce que ce que pensent les gens, le fait d'aller directement à la communauté internationale, c'est comme s'il est en train d'exposer notre pays. Il est en train d'exposer notre pays. Et donc,
savez, et c'est difficile lorsque vous avez été président de la République et que vous devenez après président de l'opposition. Il y a plein de trucs que vous aviez fait quand vous étiez là. Et qu'aujourd'hui, vous n'aimerez plus qu'on puisse vous faire ça. Et quand vous vous mettez toujours devant, ces trucs-là peuvent vous rattraper. Peut-être c'est des trucs qui rattrapent le président Yaïbouni. Surtout qu'ils étaient ensemble quand ils faisaient ces trucs-là. Ah ouais, d'accord, ils étaient ensemble. Le président Talon et le président Yahi étaient ensemble en 2006, en 2011. Alors, ils ont tout cuisiné ensemble. Tout à l'heure, vous avez relevé quand même quelque chose d'assez pertinent par rapport au manque d'unicité au sein de l'opposition. Cette semaine, il y a une correspondance signée du vice-président du Parti politique La Démocrate, Général Azatassou, qui a fait un peu la toile, qui quand même appelait le parti FCBE à des échanges. On note que les démocrates ont voulu échanger aussi avec tous les partis politiques de l'opposition pour une action coordonnée et unifiée. Alors, est-ce que pour vous, l'heure doit être véritablement à des actions du genre pour que ensemble les guerres de tranchées d'alors puissent être mises de côté pour ensemble travailler pour le rayonnement de leur combat politique? Non, les guerres de tranchées sont inhérentes à toute compétition. Hein. Ils sont en concurrence. Le FCBE, démocrate. Vous voyez, les bisbilles entre UP et BR, hein, et bien d'autres. Et donc, ça ne gêne pas qu'entre opposants... écoutez, je ne sais pas. Oui, de fait, FCBE est dans l'opposition avec démocrates. Et pourtant, FCBE n'est pas à l'Assemblée nationale, pourtant les démocrates espèrent sur BR et UP pour voter la loi d'amnistie. Et donc, voilà, on ne peut pas dire, parce qu'un responsable de FCBE, c'était pas le président, aurait écrit à FCBE, un responsable des démocrates aurait écrit à FCBE pour se concerter sur... ça ne veut pas dire qu'ils sont déjà d'accord, ils vont se concerter, peut-être, ou certainement. Et à la fin, ils vont prendre des conclusions et chaque parti demeure, conserve son autonomie d'organisation. Ça ne doit pas gêner qu'il y ait une compétition ou même une rivalité ou des rivalités entre ces groupes. Jean-Jean Agono, un petit commentaire sur... Oui, mais les regroupements se font autour des intérêts du moment. Les regroupements se font autour des intérêts du moment. Et vous avez dit, c'est Azatassou, M. Azatassou qui a signé la lettre. Et il faut connaître le passé de M. Azatassou. Et d'où est-ce qu'il vient, comment est-ce que ça fonctionne. Lorsque nous avons besoin de vous pour gagner une guerre, même si vous êtes sale. Et moi, je rappelle que ça a été mot d'ordre une fois, on nous a dit, même si c'est un diable, allez le chercher, quand on va finir de faire la guerre, on va le laver, on va le rendre propre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, que M. Azatassou, enfin, le Parti des démocrates puisse penser aujourd'hui qu'il vaut mieux rassembler tous les partis de l'opposition pour devenir plus fort. C'est ça l'idée, pour devenir plus fort. Et c'est pourquoi en politique, il n'y a pas d'ennemi définitif. Il y a des ennemis autour des intérêts du moment. Lorsque les intérêts changent, ces ennemis peuvent devenir encore des amis. Et c'est pourquoi certains disent, mais bon, voilà, le président Talon et le président Yaïbouni peuvent encore devenir des amis demain. C'est possible lorsque les intérêts du moment changent. Donc cette lettre-là, moi je pense que des initiatives comme ça vont exister. Le souhait, et qu'on le dit, de ce côté ça existe, c'est du côté de la mouvance qui puisse avoir de ces genres de concertation régulièrement pour se rendre encore plus fort autour du chef de l'État. Ils étaient en Chine ensemble. Ah bon, voilà, donc ils ont été en Chine ensemble pour aller... Même si on n'a pas reçu la délégation chinoise ensemble, à côté de Merci à vous, moi, Georges. Je ne sais pas, bon, enfin, je ne serais pas allé en Chine avec eux parce que merci également à l'expérience que nous faisons n'est pas la même. Analyste politique, chers amis internautes, voilà, c'était Info de ce samedi. Merci pour l'attention. Portez-vous bien et belle suite du programme sur ESAE TV.